Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et les placements, on l'a vu, ça peut concerner l'immobilier, ça peut concerner la fiscalité. Et la fiscalité, elle concerne aussi les entreprises et les PME. L'investissement dans les PME est maintenant à la une d'Intégral Placement. On fait un état des lieux grâce à Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour. Associé gérant chez Vitam. Cet investissement dans les PME, on en a beaucoup entendu parler, notamment au moment du rapport Berger-Lefebvre. Où est-ce qu'on en est? Quel est le contexte actuel? Le contexte est délicat parce que d'une part, on a une grande instabilité fiscale, 9 lois de finances en l'espace de 2 ans, et à la fois, par le rapport Berger-Lefebvre notamment, remis le 2 avril dernier, on a la volonté, le gouvernement a la volonté de drainer l'épargne des particuliers. Je rappelle qu'il s'agit de 2500 milliards d'euros, l'épargne totale des particuliers, vers le financement des PME à hauteur, nous dit le rapport, de 100 milliards par an. 100 milliards sur 4 ans, donc à peu près 25 milliards par an. Bon, c'est une proportion qui paraît pas impossible à faire bouger quand même. Ça paraît pas impossible, mais encore faut-il nous donner des contextes, un cadre qui, lui, reste à peu près inamovible. Or, il bouge beaucoup. Ouais, on l'a vu. Quels sont les avantages que l'on attache, on va dire, à ce type d'investissement dans les PME? Alors, il y a 3 avantages. Le premier, il y a l'avantage au moment de l'investissement, le second, au moment de la détention, et le troisième, au moment de la cession. Et là, on verra qu'il y a eu de profondes modifications. Au moment de l'investissement, au regard de l'impôt sur le revenu, le financement vers les petites entreprises peut se réaliser en bénéficiant d'un avantage de réduction d'impôt de 18%, mais plafonné, là encore une contrainte, dans le cadre du plafonnement global de 10 000 euros. Donc concrètement, 55 000 euros d'investissement dans une PME pour renforcer les fonds propres. Je rappelle qu'il s'agit ou d'augmentation de capital ou de création de société, nous donne droit à hauteur de 18% à 10 000 euros de réduction. Et on est dans le cadre du plafonnement global. Le plafonnement global, je rappelle qu'il s'agit, la somme de tous les investissements défiscalisants ne peut excéder 10 000 euros de réduction d'impôt. Donc là, on est sur l'impôt sur le revenu. On est à l'impôt sur le revenu. Concerne, entre guillemets, tout à chacun. Exactement. Au regard de l'ISF, on a également un avantage puisque le financement des fonds propres, par l'intermédiaire ou en direct ou par l'intermédiaire de véhicules d'investissement spécifiques, comme au regard de l'IR, du reste, que sont les FCPI ou les FIP, nous donne droit à une réduction de l'ISF de 50%. Donc déjà un conseil, si vous êtes assujetti à l'ISF, privilégiez l'investissement dans les PME, donnant droit à la réduction d'ISF, puisque le taux est de 50% vers non plafonné, ou plafonné à hauteur de 45 000 euros. Donc là, il faut trouver des produits estampillés ISF, quoi. Exactement. Donc là, on est au niveau de l'investissement. Au niveau de la détention, depuis 2003, depuis le mois de juillet 2003, Renaud Dutreuil, à l'époque ministre, avait exonéré l'investissement dans les PME de l'ISF lui-même. Donc ça ne rentre pas dans l'assiette taxable de l'ISF. C'est davantage. C'est toujours valable aujourd'hui. C'est toujours valable. Et il a été même rajouté en 2007 l'investissement dans les holdings qui eux-mêmes ont une activité opérationnelle, bien évidemment. Donc ça, c'est l'avantage au niveau de l'ISF. Et je rappelle également, bien évidemment, que l'outil professionnel est lui-même exonéré d'ISF. Oui, ça, on est d'accord. Il y a l'IR, on l'a vu, il y a l'ISF. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fiscalité qui rentre dans cette mouvance de la PME? Alors, dans les PME, il y a le moment de la cession, bien évidemment. Et là, au moment de la cession... on en a entendu beaucoup parler. On en a entendu beaucoup parler, puisque je rappelle qu'il y a eu une profonde modification. Le gouvernement actuel a souhaité intégrer les plus-values de cession de valeur mobilière, y compris de titres de PME, dans le cadre du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il y a eu la levée de bouclier des pigeons, donc à l'automne dernier, et il y a eu une réforme qui devait s'appliquer cette année. Mais la difficulté, c'est que cette réforme, qui a été votée dans le cadre de la loi de finances pour 2013, sera elle-même, ou devrait être elle-même remise en cause dans le cadre de l'annonce du président de la République qui a été faite le 29 avril dernier, nous disant qu'il allait encore minorer l'impôt. Alors concrètement, c'est quoi? En 2012, on avait un impôt qui était pour les cessions de valeur mobilière, pour les cessions de titres de PME, compris entre 43,5 et 38,5. Réforme cette année, dans le cadre de la loi de finances, et là, à l'intégration de la plus-value dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu, nous donnait un taux de 62% maximum qui pouvait descendre à 44%. C'était pas assez. Et donc, le gouvernement, le président de la République, a annoncé, le 29 avril dernier, je disais donc, qu'il y avait une réduction, un abattement supplémentaire qui fait que le taux serait compris entre 62% pour les détentions de titres inférieurs à 2 ans et qui peut aller jusqu'à 23,75%. Mais la difficulté, c'est qu'il y a 2 régimes là encore. Le premier, un régime de droit commun, et le second, un régime incitatif. Or, vous avez commencé votre propos en nous disant qu'il faut de la clarté, il faut de la simplicité. Mais il n'y en a pas. Vous voyez que c'est complexe, c'est
compliqué. Concrètement, aujourd'hui, il y aura une incitation à céder son entreprise au-delà de 8 ans. Mais si on veut bénéficier d'un régime incitatif, il faut pouvoir avoir créé cette entreprise moins de 10 ans. Donc si on cède entre 8 et 10 ans, on aura un taux de 23,75%. Si on garde l'entreprise un peu plus longtemps, on aura un taux de 32,75%, 10% supplémentaires. Comment est-ce qu'on peut optimiser un peu tout ça? C'est très délicat, parce que je rappelle que l'annonce du président de la République a été faite, mais n'est pas votée. Elle devrait être votée dans le cadre du collectif budgétaire de la loi de finances pour 2014, ce qui n'a donc pas été le cas. Oui. Donc concrètement, tout de suite en plus, hein. Concrètement, quelqu'un qui réalise son entreprise aujourd'hui ne sait pas à quelle sauce fiscale il sera mangé. Nous ne le connaissons pas. C'est une difficulté, et c'est d'autant plus une difficulté qu'il y a des perdants dans cette histoire par rapport à la réforme qui a été annoncée au mois d'avril. Les perdants sont qui? Eh bien, ce sont les dirigeants qui partent à la retraite, puisque auparavant, ils bénéficiaient d'une exonération de l'impôt sur la plus-value, et dans le cadre de la réforme d'avril, qui a été annoncée en avril dernier, ils ne pourraient plus en bénéficier, ils bénéficieraient d'un abattement de 500 000 € sur le montant de la plus-value. Bon. Concrètement, il y a une sclérose, on a une ankylose des cessions de PME. Et une difficulté donc, qui repose à la fois sur une mutation qui n'existe pas. On sait qu'on a des patrons de PME qui vieillissent. On a qui ne peuvent pas passer la main. On a des sociétés de conseil en M&A qui ne travaillent plus. Et puis on a des banquiers qui ne financent plus, puisqu'on attend de savoir à quelle sauce fiscale on va être mangé. C'est la réelle difficulté du contexte dans lequel on est. Il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui étaient menacés et qui ont été pérennisés par ce mouvement, enfin, ou grâce au mouvement des pigeons, notamment tout ce qui était donation-cession, non? Alors, donation-cession, la donation préalable à la cession fonctionne. Je rappelle qu'il s'agit de donner ces titres avant de réaliser l'actif. Et pour purger la plus-value. L'assiette exactement de donation correspond à l'assiette de calcul du prix de cession pour le donataire. Ça, c'est le premier point. Il y a également aussi privilégié en pré-cession des enveloppes de défiscalisation sympathiques. Et j'en parle aisément, d'autant plus aisément que le rapport Berger-Lefebvre l'a mis en avant. Utiliser par exemple le PEA, donc préalablement à l'investissement. Si on utilise le PEA, on bénéficie d'une exonération de l'impôt sur les plus-values pour peu qu'on reste au sein de cette enveloppe. Donc c'est une bonne idée de vouloir diriger, flécher l'investissement du PEA sur les PME? Oui, c'est une bonne idée. C'est une idée qui a été mise en avant, remise en avant par le rapport Berger-Lefebvre. Je rappelle que dès à présent aujourd'hui, on peut utiliser les liquidités disponibles sur son PEA pour participer au financement des fonds propres des entreprises, mais également aussi pour racheter des parts d'entreprise, ce qui n'est pas le cadre dans la réduction d'IR ou d'ISF, puisqu'il s'agit d'acquérir des titres nouvellement créés. Ce n'est pas le cas. On peut utiliser le PEA pour acheter des titres déjà émis. Donc ça, c'est la première piste. La seconde piste, c'est pour des patrimoines plus importants, utiliser des contrats d'assurance vie, notamment ceux qui sont émis au Luxembourg, puisque la réglementation luxembourgeoise nous donne la faculté de pouvoir loger au sein de son contrat d'assurance vie des titres non cotés. Dernière piste, post-cession, si on réinvestit le produit de la vente au sein de la cession de son entreprise, au sein de PME, si on bénéficie. Pas aux Bahamas avec, quoi. Exactement. On bénéficie, oui, on reste en France, bien évidemment. Et je vous rappelle que si on part aux Bahamas, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a les ICTAX qui fonctionnent depuis 2011. Donc, si on réalise ces actifs et qu'on réinvestit le produit de la cession dans des PME, sous certaines conditions, on bénéficie d'une exonération. Eh bien voilà, vous savez tout sur l'investissement dans les PME. Merci beaucoup Benoît Lombard, associé gérant chez Vitam. Le CAC 40, lui, conserve son avance, plus 1,8% à l'heure actuelle.